Alors, je vais faire dérouler. OK. Donc, moi, je vais vous parler d'un retour d'expérience, en effet, sur le projet multi-acteurs de Blain. Alors, avant de rentrer sur le terrain vraiment du projet, peut-être faire une petite introduction, vous rafraîchir la mémoire, ou pour ceux qui n'ont pas été encore confrontés à ce type de projet, préciser quand même les particularités d'un projet éolien par rapport à des projets classiques que porte une collectivité. Typiquement, un projet éolien, 9 fois sur 10, c'est sous initiative d'un opérateur privé, c'est-à-dire que c'est une société privée qui va solliciter les élus pour faire un projet. C'est rarement à l'initiative d'une commune, tout simplement parce que les endroits où on peut mettre des éoliennes sont soumises à énormément de réglementations, et finalement, on se retrouve souvent dans des secteurs assez éloignés des centres-bourgs, plutôt en périphérie des communes, et la plupart du temps même à cheval sur 2 ou 3 communes. Et on est, pareil, hein, 95% du temps, on est sur du foncier privé, sur lequel finalement il y a très rarement du foncier public qui pourrait permettre de lancer une initiative par la collectivité. Donc là, on est vraiment sur une initiative du privé envers du privé. Ça, c'est une première particularité. Deuxième particularité, c'est que les opérateurs ont plutôt le réflexe d'interpeller, d'un point de vue des exécutifs locaux, les communes plutôt que les EPCI. Alors, certains en font les deux, mais rapidement, on va se rendre compte que c'est surtout les communes qui sont au charbon sur ce type de projet. Voilà. Et puis, troisième particularité, c'est la méthode. La méthode pour faire du développement de projets éoliens. Là, je vous décris un scénario, on va dire, idéal. Alors, ce scénario idéal, il est écrit quand même dans une charte de la profession qui a été négociée avec différentes associations qui représentent les territoires, dont Amorce. En gros, un opérateur privé, quand il identifie un site, avant d'engager tout type de démarche, la première démarche qu'il doit engager plutôt, c'est d'aller voir les élus et demander une délibération au conseil municipal, une délibération de principe pour lancer la réflexion autour de ce type de projet. Voilà. Une fois que cette délibération est obtenue et favorable, alors l'opérateur peut aller rencontrer les propriétaires et les exploitants, quand ce n'est pas les mêmes personnes, des parcelles concernées par le site éolien, et ils font signer pour ça une promesse de bail. Alors PDB, ça veut dire promesse de bail. Alors, ça traîne à venir. Normalement, il y a une définition de ce que c'est qu'une promesse de bail. Voilà. C'est un document contractuel qui lie le propriétaire de la parcelle avec le futur propriétaire des éoliennes. Ce contrat, il arrive avant le bail. Le bail n'est signé qu'une fois que les éoliennes ont une autorisation d'être exploitées. Avant cette phase d'autorisation d'exploiter, eh bien, on est dans une phase d'étude du projet. Et cette phase d'étude peut durer 3, 4, 5 ans. Donc, la promesse de bail, elle est là pour donner une exclusivité à la société qui a signé la promesse de bail avec le propriétaire pendant 5 ans au minimum. Dans la plupart du temps, c'est 5 ans. Et surtout, cette exclusivité, elle s'impose en cas de nouveau propriétaire, c'est-à-dire s'il y a vente de la parcelle, la promesse de bail va suivre le nouveau propriétaire, elle va s'imposer à lui. Donc c'est vraiment un outil de maîtrise foncière des opérateurs privés. Et puis, une fois qu'il a obtenu suffisamment de promesses de bail, et donc il sait qu'il va pouvoir, il a le droit foncièrement en tout cas, de pouvoir faire des études, et il va lancer ses premières études. Et là, on rentre vraiment pleinement dans la phase de développement. Le développement d'un projet éolien, quel que soit à peu près le nombre de machines, c'est un coût fixe, c'est un coût de à peu près 500 000 euros, tout frais confondus. Une fois que le développement est terminé, eh bien, l'opérateur dépose sa demande d'autorisation d'exploiter auprès des services de l'État, et c'est bien une instruction d'État avec un arrêté préfectoral. C'est-à-dire que ce n'est pas le maire qui accorde le permis de construire. On est bien sur une autorisation d'État. Et du coup, il y a la commune n'est consultée finalement qu'en toute fin de processus dans l'instruction de l'État, elle doit émettre son avis. Et ce n'est qu'un avis simple, ce n'est pas un avis conforme. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans des situations où
la commune est contre finalement le projet, mais le préfet peut quand même passer outre cet avis défavorable de la commune. Alors la plupart du temps quand même, il y a une forme de cohérence, hein, mais en tout cas les textes, voilà. Les textes disent que ce n'est qu'un avis simple. Alors ça, c'est bien la situation idéale, mais dans la réalité, l'opérateur va avoir tendance plutôt à d'abord rencontrer les propriétaires exploitants, signer des promesses de bail, et une fois qu'il a la maîtrise foncière, il va aller rencontrer les élus. Et là, c'est plus pour demander forcément une délibère de principe, même s'il ne sera pas contre, il pourra s'appuyer dessus pour justifier de sa présence sur le terrain, mais c'est plus pour de l'information. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu gênant parce que ça relaye vraiment au second plan les exécutifs locaux. Et c'est bien le sujet un petit peu d'aujourd'hui, hein, l'expérience de Blain, c'est d'essayer les exécutifs locaux peuvent reprendre un peu de poids dans ce processus décisionnel. Vous avez bien compris qu'il suffit d'avoir des propriétaires d'accord et le préfet d'accord pour que le projet se fasse, même si le conseil municipal s'y oppose. Alors la présentation que je vais vous faire, là, on va rentrer sur Blain, elle est issue d'une forme d'animation qu'on appelle les Pecha Kucha, où finalement il n'y a pas de texte, ce sera que des illustrations. Et normalement c'est chronométré, mais là j'ai viré le chrono parce qu'on a un petit peu plus de temps. Alors, le projet que je vous évoque, donc c'est le projet sur la commune de Blain qui est coincé entre la forêt du Gavre et la commune maintenant internationalement connue de Notre-Dame-des-Landes, qui jusqu'à quelque temps interdisait finalement l'implantation de parcs éoliens dans un périmètre de 15 à 20 km autour des pistes aéroportuaires qui étaient projetées. Mais finalement, en janvier ou février 2018, l'État décide d'abandonner ce projet. Et tout un Eldorado, on va dire, pour des opérateurs éoliens privés se libère, dans la mesure où il n'y a pas qu'un seul site éolien potentiel sur la commune de Blain, mais il y avait 6 potentiels et quasiment 3 à 4 opérateurs privés différents par site éolien potentiel sur la commune. Et donc en février 2018, ils se sont tous rués au secrétariat de la commune pour prendre rendez-vous avec les élus pour leur demander cette délibération de principe et en parallèle du foncier sur les différents sites. Donc face à cette situation, la mairie de Blain est venue voir le CIDELA et la SEM. Alors c'est plutôt la SEM hein, qui porte l'expertise sur ces questions de projets ENR, de grandes ENR, on va dire, avec impact territorial. Donc c'est pour ça que la SEM a été rapidement associée aux réflexions. Et donc on a proposé un accompagnement gratuit auprès de la commune pour, d'une part, mettre à distance les opérateurs et leur dire de ne pas continuer leur démarche le temps que la commune définisse sa vision stratégique de l'éolien sur son territoire. Pour ça, il y a un courrier à tous les opérateurs pour quelque part leur signifier qu'il y avait cette démarche de réflexion engagée par la commune pendant un certain laps de temps. On leur demandait de n'engager aucune démarche foncière auprès des propriétaires et que ceux qui passaient outre se seraient vus confisquer le droit d'accéder à un éventuel appel à projet qui aurait été porté par la commune. Je parle au conditionnel parce que à ce moment-là du projet, la position de la commune sur l'éolien ou pas l'éolien sur mon territoire et puis appel à projet ou pas appel à projet n'avait pas encore été défini. Néanmoins, pour être sûr que les opérateurs jouent le jeu, il fallait un petit peu leur mettre cette carotte de il y aura potentiellement un appel à projet, donc tenez-vous à carreau le temps qu'on le sorte. On a doublé ce courrier d'un courrier aussi à l'ensemble des propriétaires exploitants de tous les sites pour leur expliquer aussi cette démarche et leur demander de ne pas s'engager avec des sociétés privées parce que forcément, ils contraignaient la commune à devoir travailler avec ces mêmes sociétés, même si ce n'était pas sur des sites souhaités par la commune ou pas les bonnes sociétés. Cela a permis de travailler sur une analyse là plutôt géographique et multicritère de l'ensemble des sites identifiés. Donc il y avait 5 sites. Dès le départ, il y en a un qui a été évacué parce que trop proche d'un château et d'une forêt. Mais il y avait 4 sites, dont 3 qui étaient concernés par un deuxième radar. Le radar de Notre-Dame-des-Landes de l'aviation civile avait disparu, mais le radar de Météo France de Trévillers, lui, est toujours en place.
Et la première chose que l'on a réalisée, finalement, c'est une analyse multicritère de l'ensemble des sites éoliens identifiés. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des critères, hein, mais on a abordé les questions de présence ou pas d'opérateurs, est-ce que le foncier est bloqué ou pas, le potentiel technico-économique de chacune des zones, par rapport au nombre d'éoliennes, distance de raccordement, etc. La sensibilité paysagère, la sensibilité au milieu naturel et la sensibilité notamment liée aux riverains et la proximité aux habitations. Autre critère qu'on a dû intégrer, évidemment, c'était la sensibilité au radar Météo France, puisqu'il y a 4 critères techniques à respecter. Et au final, de l'analyse multicritère qui a duré 3-4 mois, eh bien, un site est ressorti vraiment comme étant mieux que les autres, mais ça nous a permis de hiérarchiser finalement l'ensemble des 4 sites. Le choix des élus a été de dire, eh ben, on ne va pas retenir les 3 meilleurs sites, on va retenir un seul site, ça sera le meilleur, le site Hôtel de France. C'était une manière un petit peu prudente, mais intéressante en fin de compte, de commencer le développement de l'éolien sans brusquer la population à dire qu'on va retenir 2 ou 3 sites et qu'il faut des éoliennes un petit peu partout. L'idée étant de dire, on va en faire un premier, on va voir comment il est accepté sur le territoire, et après, on verra si on ouvre d'autres poches. Donc, une réunion publique, enfin une réunion plutôt, au niveau de tous les propriétaires exploitants a été organisée pour expliquer pourquoi c'était cette zone et pas l'autre, et pas les autres. Et forcément, il y avait des déçus parce qu'il y avait certains propriétaires qui étaient sur des zones qui n'ont pas été retenues, qui se voyaient s'échapper finalement une manne locative potentiellement intéressante. C'était un point quand même important de continuer à avoir les propriétaires et les agriculteurs dans la concertation. Donc, à l'issue de cette première étape, la mairie se retrouve avec un seul site, et sur lequel finalement les 11 opérateurs présents sur le territoire étaient candidats pour pouvoir faire le développement du projet, bien sûr. Avant d'entrer plus dans la question en parallèle plutôt de démarche, le maire a été sollicité par plusieurs citoyens, alors au départ à titre individuel, puis après des petits collectifs de 2-3 personnes, hein. On sollicite le maire pour dire, écoutez, si jamais il y a des projets d'énergie renouvelable sur le territoire de Blain, sachez que nous, on serait intéressés pour faire partie de ce type de projet, à la fois financièrement, mais aussi en termes de prise de décision, entrer dans la gouvernance à vos côtés élus pour porter des projets de transition énergétique. Donc, la perspective de faire un appel à projet où on avait donc, ces 11 opérateurs qui étaient en effet sur les starting blocks pour pouvoir commencer le développement, on les a encore un petit peu ralentis. On a d'abord organisé une réunion publique pour expliquer toute la démarche du choix des sites, etc. Et expliquer aussi que finalement, il y avait une volonté de la mairie d'ouvrir une instance de pilotage à une composante citoyenne si, encore est-il, des citoyens étaient intéressés pour y participer. Et finalement, 15 jours, 3 semaines après cette réunion publique, un certain nombre de citoyens, plus nombreux que les démarches individuelles que j'ai fait part avant, se sont manifestés en collectif pour dire nous, on est intéressés pour faire partie de la réflexion autour de ce projet. Et donc, il y a eu un accord entre la mairie et les citoyens pour rentrer dans le comité de pilotage du projet éolien. La seule condition, c'était que ce collectif se structure un minimum en association. Donc, ils se sont réunis plusieurs fois et ont créé, un mois et demi après la réunion publique, ils ont créé une association, loi 1901, qui s'appelle maintenant Citoyens du VEF, où l'idée est de travailler sur tout type de projet ENR sur la commune de Blain, dont l'éolien, mais aussi le solaire, le bois, etc. L'objet de cette association, c'est de travailler sur les énergies renouvelables, c'est ça leur moteur, mais pas seulement. Ils veulent aussi travailler sur la maîtrise de l'énergie. Ils ont aussi comme mission dans leur statut de travailler à la montée en compétences et en connaissances des citoyens sur cette question-là. Ils ont aussi comme mission de collecter l'épargne locale qui aurait vocation à être investie dans les projets d'énergie renouvelable ou de maîtrise de l'énergie. Et puis, ils ont aussi une forte vocation d'animation territoriale sous forme la plus conviviale possible.
Voilà. Alors, je m'excuse, ça traîne à venir. Donc, une fois qu'on s'était mis d'accord sur les accords de principe, on va dire, il a fallu quand même rentrer un tout petit peu plus dans le dur et s'accorder sur la vision. Est-ce qu'il y avait une vision partagée de quelle serait l'éolien, la part de l'éolien sur le territoire, et puis la part de chacun des acteurs dans ce type de projet. Et donc, on s'est mis d'accord pour que finalement le bloc public, la puissance publique, donc représenté par la mairie et la SEM, là, représenterait un tiers de la décision et du financement, que le bloc citoyen représenterait un autre tiers, et que finalement l'arrivée d'un privé, qui sont toujours encore sur les starting blocks, qui sont encore bloqués, représenterait aussi un tiers. Voilà, l'idée étant derrière de trouver un opérateur qui serait en capacité d'accepter cette situation. Donc sur les 11 opérateurs, on a envoyé un questionnaire qui essayait de montrer un peu quelle était la vision et l'intention du territoire, sans exiger, parce que dans un appel à projet, normalement, ceux qui sont à l'initiative, ce sont les porteurs de projet, c'est pas la collectivité, on n'est pas en appel d'offres, c'est pas bien un appel à projet. Et donc, on ne pouvait pas exiger quoi que ce soit, mais juste soumettre quand même que notre vision, elle était celle-ci, et que forcément, plus l'opérateur répondra à cette vision, plus il aura de chances d'être retenu. Ça s'est soldé par un vote, alors pas de bulletin secret, à mon avis, c'est suffisamment détendu pour faire ça. Et on a retenu 3 opérateurs, on a retenu 3 opérateurs à l'oral, en entretien, et finalement, c'est Engie qui a été retenu. Engie qui, dans sa proposition initiale, disait qu'il voulait avoir 50% de la décision et du capital dans la société de projet, et que finalement, on a réussi, non pas sans petit rapport de force politique, on va dire. On a eu besoin un petit peu de passer des coups de fil à des gens haut placés chez Engie, mais finalement, ils sont revenus raisonnablement à 33%, tel qu'on l'avait défini avec les citoyens et la mairie. Donc, si on récapitule, voilà les événements qui se sont passés. Tout d'abord, une première phase de comité de pilotage à 2 têtes, Sidela, mairie, pour identifier le site et choisir le nombre de sites potentiels. Puis une deuxième phase où là, il y a intégration des citoyens avant même de sélectionner l'opérateur, pour que dans le comité de pilotage, mairie, Sidela, citoyens, on rédige ensemble le cahier des charges et avec quel candidat on veut travailler. Et enfin, la dernière phase, c'est une fois que le candidat est retenu, il rentre lui aussi dans le comité de pilotage. On est 4 dans le comité de pilotage autour de ce projet éolien. Alors, les missions on les a réparties assez rapidement, finalement. À C2Z, l'animation territoriale, la concertation, aussi les démarches auprès des propriétaires exploitants pour les promesses de bail. À Engie, l'expertise technique pour monter le dossier, et le savoir-faire, bien sûr, et aussi Sidela, plutôt une mission de coordination un petit peu de tout ce monde-là, avec quand même, on était garant que le cadre politique porté par la mairie devait être maintenu tout au long du développement du projet. Alors ça, cette petite diapositive, c'est pour vous dire que il y avait quand même une petite course contre le temps, ce qui n'est jamais très agréable. Ah. Vous m'entendez? Oui, mais quelqu'un qui partage un écran Zoom en même temps? Ah oui. Alors du coup, je ne sais plus. Je vais reprendre la main. On était sur le webinaire là. Ouais, c'était compliqué. Mon cerveau a bugué. Je reprends le contrôle du coup. Ouais. Alors un instant, je vais te redonner. Non, mais c'est pour montrer que voilà, entre le temps, tout ça, on est obligé de faire 2 choses en même temps. Enfin bref. Ouais. Donc oui, une course un peu contre la montre, parce que d'une part, la crainte qu'on avait, c'est que certains opérateurs qui
n'étaient pas retenus et à l'issue de l'appel à projet et assez mécontents de cette situation, ils auraient pu être tentés de faire le foncier et de bloquer toute la démarche entreprise. Hein, ça s'est déjà vu. Donc voilà, pas traîner. Et en même temps, sous le radar Météo France, là c'est une contrainte particulière liée à ce site, mais sous le radar Météo France, finalement, dans un périmètre de 15 km, deux sites éoliens qui sont à moins de 15 km l'un de l'autre ne pourront pas voir le jour. C'est le premier qui sort qui bloquera le deuxième. Et évidemment, il y avait d'autres territoires voisins ou des opérateurs privés qui n'avaient pas forcément consulté les communes et qui avaient commencé à faire du projet, pouvaient prendre la place, enfin, et peuvent encore d'ailleurs toujours, prendre la place du projet de Blain, malgré toute l'éthique qu'on a mis autour de la méthode. Donc il y avait quand même un objectif d'aller assez vite. Alors, forcément, quand on parle de sous, à un moment on en parle. Vous voyez, on est en phase développement, 500 000 euros. Bon, bah pour Engie, c'est pas une affaire, mais à partir du moment où, ça c'est pas un problème, mais à partir du moment où il va avoir que 33% à terme, bon, il se dit qu'il va pas payer l'intégralité des études. Donc, et puis les citoyens, ils n'ont pas forcément beaucoup de sous en poche, surtout sur une phase à risque où finalement on peut dépenser ces 500 000 euros pour rien parce qu'il y aura un refus de l'autorisation d'exploiter ou un recours au tribunal administratif et un juge pourrait annuler l'autorisation. Donc là, il y a eu quand même 5-6 mois de discussions un petit peu compliquées sur lesquelles, notamment à cause des enjeux financiers, sur lequel le CIDELA a eu, enfin la SEM a eu un rôle un petit peu de mettre de l'huile un peu dans les rouages, parce qu'on avait des jeux de posture entre Engie, un opérateur qui a une vision très mécanique, on va dire, de ce que c'est qu'un projet éolien et qu'on fait à l'appel. Et puis d'un autre côté, des citoyens qui commencent à débarquer un petit peu, qui normal, hein, c'est leur premier projet, le temps qu'ils s'approprient l'ensemble des sujets, les enjeux économiques. Faisait que voilà, le troisième intermédiaire qui était donc la SEM, s'il est là, a permis un petit peu, sur ce processus là, qui a duré 5-6 mois, de faire en sorte que les gens continuent à se parler et puis surtout qu'on aboutisse à un protocole d'accord où tout, dans le moindre détail, tout est expliqué sur la place de chacun, le rôle de chacun et l'argent de chacun et comment il sera utilisé. Voilà. On a terminé pour le Pecha-Kucha. Juste vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, bien préciser que dans un projet éolien, il y a deux phases. La phase de développement, qui est la phase à risque. Voilà ce qui a été négocié, c'est que pendant cette phase à risque, Engie prenait un petit peu plus de risques que nous, à 40% contre 29 aussi aux citoyens et 29 à la SEM, et potentiellement 2% à la mairie. Et qu'en phase de construction-exploitation, eh bien, Engie redescend à 33%, comme citoyen du ZEF et comme la SEM CIVELA. Alors, attendez, il y a des gens qui demandent. Voilà. L'idée, c'est bien qu'on se retrouve tous au sein d'une SAS commune qui portera l'investissement du projet éolien et qui assurera la vente de l'énergie. Hein. Donc ça, c'est vrai que aujourd'hui, dans le monde de l'éolien, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs qui ont passé le pas, on va dire, de devenir minoritaires dans cette phase de construction et d'exploitation et même pendant la phase de développement. L'objectif derrière tout ça, c'est de faire en sorte que les acteurs territoriaux, donc là on va englober, c'est plus les acteurs publics, hein, c'est les acteurs publics plus les citoyens, quand il y en a, on dit que ça s'appelle les acteurs territoriaux, ils seront décisionnaires, vous voyez, on aura plus que la majorité dans les décisions liées à ce type de projet. Et c'est surtout cette vision-là sur laquelle on était tous en accord et qu'il fallait imposer à un opérateur. Alors après, très vite, pour vous dire qu'aussi en termes de démarche, d'implication, eh ben, on a fait en sorte d'impliquer plutôt que de concerter. D'abord les élus, puis les propriétaires exploitants, puis les riverains proches. Ça, c'est une tranche de la population quand même qui sont particulièrement concernés par l'éolien et sur lesquels on sait qu'ils sont plutôt frileux. Ce qui peut se comprendre, et inquiets quand un projet éolien se développe à proximité de leurs habitations.
Et donc, il faut rapidement travailler avec eux et être très transparent sur l'ensemble du projet. Donc voilà, on a fait un certain nombre de rencontres, soit individuelles, soit collectives. Et puis, avant le dernier confinement, là, on avait bouclé 4 ateliers thématiques avec les riverains en octobre, à leur demande, sur des questions d'effets sanitaires, d'effets sur le paysage, sur l'acoustique, etc., etc. En guise de conclusion, voilà ce qu'on peut peut-être retenir quand un projet éolien arrive sur un territoire. Le premier enseignement, c'est faire en sorte que les élus connaissent autant le potentiel de développement de l'éolien que les opérateurs privés. Chaque opérateur privé a fait sa propre cartographie, sait exactement où sont les zones potentielles, et donc c'est pour ça qu'ils vont directement taper à la table des propriétaires ou des exploitants. Il faut voir qu'au niveau départemental, nous avons fait ce même travail. Alors, vous en avez une préfiguration à travers les PCAET et les grandes zones qu'on vous a aidé à définir, notamment avec le potentiel associé. Évidemment, on n'est pas rentré plus précisément dans le détail parce que ce sont des données qui sont rapidement, si elles tombent dans de mauvaises mains, que ce soit un opérateur privé ou que ce soit des opposants à l'éolien, ça peut vite être polémique. Donc, sachez que l'ensemble de ces cartographies très précises, tous les sites potentiels sont connus, en tout cas du CITELA et de SACEM, et que nous, on souhaite pouvoir, et on le fait déjà sur les territoires qui nous sollicitent, en tout cas, présenter l'ensemble des potentialités le plus précisément possible pour envisager une prise de position de la collectivité sur l'éolien. Deuxième enseignement, dans le meilleur des cas, il faudrait essayer d'anticiper plutôt que de réagir à la pression des opérateurs. Maintenant, ils sont tellement proactifs, les opérateurs, qu'ils sont sur tous les territoires et il y a très peu de communes où il y a un potentiel qui n'a pas été appelé par un opérateur. Vous avez compris que dans la démarche de Blain, et c'est ce que je systématise, hein, notamment là j'ai des communes sur Loire-Auxances ou sur Couffet qui sont très sollicitées, et donc on va adopter la même démarche, c'est d'essayer de maintenir les opérateurs à distance pour éviter qu'ils bloquent le foncier, le temps que la collectivité construise sa vision, sa stratégie politique de l'éolien sur son territoire. Donc au minimum, hein, il faut quand même 5 à 6 mois, vu quand même que le sujet est un peu dense, qu'il est épineux politiquement, il faut aussi prendre le temps de maturer, et donc il ne faut pas non plus vouloir aller trop vite, même si c'est dans l'intérêt des opérateurs. Et puis, il faut y répondre en définissant le cadre de l'éolien sur le territoire. Est-ce que c'est pour ou contre l'éolien? Si c'est pour l'éolien, c'est où, sur quel site, selon quelle méthode de développement et avec quel type de partenariat, avec des acteurs locaux ou avec que du privé. Et puis si c'est non à l'éolien, c'est quels moyens réglementaires on a pour le refuser. Entre nous, j'aide autant des communes à limiter l'éolien sur leur territoire parce qu'ils en ont déjà beaucoup, à des communes qui en veulent et qui veulent le faire à la méthode de Blain. Donc là-dessus, nous, on n'a pas de parti pris. On accompagne les territoires dans leur définition stratégique. Et enfin, une fois qu'on se positionne, que la collectivité se positionne, en fait, elle ne va pas prendre le même rôle dans le projet si elle prend sa casquette d'aménageur du territoire, d'animateur du territoire ou de gestionnaire de l'argent public. Ça, c'est si jamais certaines collectivités veulent investir en propre, en direct, dans des projets éoliens notamment. Voilà, il me semble que j'ai terminé.